Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de la confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche et de formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou le résumé de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Bon, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de Bip Bip. C'est toujours un enfer pour commencer à me filmer. Je vais essayer de m'améliorer et surtout de prendre l'habitude de placer les caméras et les lumières. Parce que clairement, je mets quasiment autant de temps à enregistrer que à me mettre en place. Donc on va essayer de faire un effort sur ça. J'avoue que ça freine un petit peu la fréquence de podcast. Donc je vais essayer de m'améliorer et aussi d'aller un peu mieux pour pouvoir le faire. C'est pas du tout la seule raison pour laquelle ça doit faire 3 semaines que vous n'avez pas de nouvel épisode. Mais ça va mieux, j'ai pris le temps d'aller mieux. Voilà pourquoi ça fait plusieurs semaines que je suis pas là. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et en fait, je suis assez content parce que j'ai finalement mon premier épisode de Bip Bip à la hauteur de ce que je voudrais, c'est-à-dire un changement drastique dans ma vie. Parce que le thème général est plutôt que bordel, ça marche. C'est peut-être comme ça que je vais appeler le titre de l'épisode. Bordel, ça marche. Ça y est, je crois que je commence enfin à être lancé. J'ai des contrats très intéressants qui arrivent, qui sont très clairement avancés. Et donc, je vais vous en dire un peu plus tout au long du podcast. Avant tout, je vais faire une première pause pour faire une dernière vérification. Et ensuite, on va pouvoir commencer directement. Ok, c'est bon. Alors, j'ai vérifié mon système parce que bah, j'ai peur qu'il fonctionne pas tout simplement. Je suis pas encore très professionnel sur le sujet. Mais c'est bon, normalement tout fonctionne. J'espère que vous appréciez de me regarder. J'ai eu des bons retours pour l'instant de mes proches sur YouTube. Ça a pas explosé, hein. J'ai pas énormément de vues, mais tant pis, tant mieux. Pour l'instant, je commence. Je suis pas pleinement satisfait de ce que je produis, donc c'est bien que ça prenne son temps. Je pense que je me serais senti mal que ça explose dans un sens. Mais voilà, nous allons pouvoir commencer. Je pense qu'on va reprendre les rubriques thèse, entreprise et développement personnel, parce que j'ai des choses à dire sur ces trois sujets aujourd'hui, donc on va y aller, même si on n'ira peut-être pas tout le temps à chaque fois. Comme je l'ai dit, on va aller sur un format beaucoup plus libéré qu'avant. Je vais essayer d'arrêter de vous dire ça va durer longtemps, ça va pas durer longtemps. Je vais essayer juste de vous transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre. Et ensuite, quand ce sera fini, ce sera fini. Voilà, c'est un peu aligné aux règles que j'ai envoyées. Pas trop me prendre la tête, vous dire ce que j'ai à vous dire. Sans trop me répéter aussi, parce que les dernières critiques que j'ai eues récemment, c'était que je me répétais, je le sais très bien. Mais du coup, je vais faire attention. Et c'est pour ça qu'on va commencer directement. Alors, pour la thèse, simplement, je vais faire une pause sur ma thèse. Voilà, fin de la rubrique thèse. Non, en fait, comme je l'ai dit, je passe une période où j'ai un peu moins de ressources pour travailler. Et donc, j'ai décidé de faire une pause sur ma thèse. Pas longue du tout, hein, je compte reprendre en octobre. Mais là, vu que ça fait déjà 2 ou 3 semaines qu'il n'y a pas d'épisode, bah, ça fait déjà 2 ou 3 semaines que je travaille plus sur ma thèse. À vrai dire, j'ai pas travaillé non plus cet été. Donc, ça fait déjà quasiment 2 mois en fait que ma thèse est en pause. Alors, elle est jamais vraiment en pause dans ma tête et dans ce que je vis au quotidien parce que j'y pense tout le temps. Mais concrètement, je me pousse pas à travailler dessus, c'est-à-dire à avancer sur les articles, etc. Sachant que j'ai eu un nouveau refus de mon article numéro 1 du Journal of Trust Research, ce qui, bah, je l'ai mal pris, évidemment, parce que c'est toujours difficile à encaisser, parce que du peu que j'ai lu, et je suis d'accord que j'ai pas tout lu, je suis pas très satisfait des retours, parce que les retours ressemblent à oui, c'est pas suffisant, oui, vous nous avez pas convaincus sur tel sujet, mais en quoi je vous ai pas convaincu, en quoi c'est pas suffisant, et pourquoi mon argumentaire permet pas d'attester ce que je dis, c'est un peu compliqué, et je j'ai pas trouvé ça très carré sur la manière dont on m'a répondu. Mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu auquel j'ai décidé de jouer. Je ne l'ai pas lu en détail tout simplement parce que j'ai décidé d'être dans le déni. J'ai décidé de faire une pause, donc de pas aller voir exactement ce qu'on me dit sur le sujet. Mais
Je vais prendre le temps, regarder les commentaires d'ici quelques semaines, et je vous en dirai un peu plus en détail, parce que je suis peut-être passé à côté de critères et commentaires constructifs. Mais voilà, je suis déçu parce que les arguments que j'avance, je les avance en sachant exactement le poids que les arguments peuvent avoir, c'est-à-dire de dire que je sais que mes statistiques montrent ça, mais ça atteste pas, par exemple, je mets en avant une potentielle quatrième dimension, pour faire confiance, quand on fait confiance à quelqu'un, on se baserait, on jugerait sur, dans la littérature, trois dimensions, mais moi j'aimerais dire qu'en fait, il y en a plutôt quatre. Et je sais que mes statistiques sont pas les plus fiables et les plus robustes pour attester qu'il y a une quatrième dimension. Mais je dis dans l'article que c'est une première ouverture qui pourrait justifier de futures études pour prouver qu'il y a une quatrième dimension. Donc disons que je révolutionne pas la recherche en disant c'est bon, j'ai trouvé une quatrième, mais regardez, il y a peut-être quelque chose qui se passe là-bas. Donc je suis conscient que c'est pas un article qui va casser la science, mais c'est rare les articles qui cassent la science. Par contre, je trouvais que c'était une bonne nouvelle pierre à l'édifice qui est suffisante pour que d'autres chercheurs puissent voir un peu ce premier travail et pouvoir continuer. Et donc voilà, c'est ce genre d'argument que j'avance, que je dis. Je sais que j'avance pas énormément de choses. Je dis aussi que les chercheurs pourront aller plus au-delà sur telle théorie, etc. Et on me dit, bon, bah, c'est pas suffisant. Bah, dans ce cas, oui, c'est pas suffisant, mais en tout cas, j'ai été honnête avec mes stats et avec ce qu'elles veulent dire. Donc en fait, ça fait juste, bon bah oui, on t'a écouté parler, mais on n'est pas convaincu. Donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le sujet. De toute façon, la porte n'est pas ouverte à ce que j'ai quelque chose à dire, puisque c'est un refus total de cet article. Donc je pourrais plus soumettre cet article à ce journal-là. Ce qui m'a foutu les boules, je vous cache pas, mais là ça va, et puis voilà, je vais me laisser quelques jours pour digérer, quelques semaines même s'il faut, pour digérer, relire, et puis essayer de voir si juste je le resoumets à un nouveau journal euh, dans cette forme, ou si les commentaires m'ont donné envie de le faire autrement, à réfléchir, à discuter avec les co-auteurs, etc. Donc c'est encore reparti. J'avoue que ça fait partie du travail de thèse, mais ça fait aussi partie des choses qui sont difficiles à vivre, de tout donner, réécrire, avoir un produit fini. C'est comme si vous aviez un dossier à la fac ou au lycée. Je sais pas s'il y a des lycéens qui me regardent, mais c'est comme si vous aviez un dossier et puis que vous étiez content. Il y a eu un rush la dernière semaine pour finir le dossier. Et en fait, une semaine ou un mois après, ou 2 mois après, ou 6 mois après, on vous dit ah non, mais en fait, il est pas bien le dossier, il faut le refaire. Et vous savez pas le nombre de fois où il faut refaire le dossier. Par contre, vous avez des commentaires qui parfois sont constructifs, parfois non, et souvent font mal au cœur. Donc voilà, c'est ce que je vis. Il y a un espèce de besoin de finalité qui n'est jamais assouvi parce qu'à chaque fois qu'on croit avoir fini, on se dit c'est bon, ça va passer. Boum, il faut en refaire, il faut en refaire. Et donc là, j'ai un peu arrêté de compter. Ça doit être le cinquième journal auquel je soumets cet article. Et ben on va continuer, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça arrive, hein, qu'il y a des articles qui mettent des dizaines de journaux. Donc, eh bien, on va continuer et puis on verra. Je vous tiendrai au courant. Mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas la semaine prochaine parce que tout simplement, je fais une pause. Au-delà de la pause, euh, en fait, je fais une pause sur l'énergie que je mets et la manière dont je travaille sur la thèse. Mais j'ai décidé et j'ai compris surtout, quelque chose que j'ai compris, c'est le pouvoir de l'impact social et de vivre avec ses collègues doctorants. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai sous-estimé ce lien avec les doctorants pendant toute cette année. C'est peut-être même ce qui a causé au petit craquage qui est arrivé ces derniers temps. Et en fait, j'ai décidé de faire plutôt une pause sur ma thèse, c'est-à-dire pas forcément écrire d'articles tout de suite, etc. En revanche, je pense que je vais beaucoup plus aller vers une reprise des activités sociales de la thèse, pour plusieurs raisons. Une, parce que bah, socialement, en fait, j'ai totalement dénigré l'impact social du travail, donc j'étais en total calcul de toutes mes secondes de travail, et maintenant j'ai décidé de de m'accorder du temps à aller voir et vivre la vie de thésard et de doctorant, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je prenais pas de plaisir à faire ma thèse, alors que c'est un projet que j'ai toujours voulu faire,
Et en fait, je l'ai fait tête baissée, tout seul dans mon coin, même pas sur les lieux du labo. Donc, il n'y a même pas ce truc-là où je me dis, je suis un chercheur, je travaille dans un laboratoire de recherche. Je me suis juste mis chez moi en télétravail à compter mes heures. Et bah, c'est pas forcément un setup. C'est un setup qui permet d'être productif, efficace, évidemment. Pour combien de temps, je sais pas, parce qu'il y a un moment où on finit peut-être par craquer. En tout cas, c'est un peu mon cas. Mais c'est vrai que le côté être entouré de doctorants et non pas essayer de s'entourer de auto-entrepreneur, parce que sur le côté auto-entrepreneur, je l'ai compris, ce truc du réseau, mais j'ai un peu oublié le côté thèse. Et bah, ça me fait du bien. Donc j'ai déjà passé un premier jour au labo. J'ai eu un très bon accueil de tous les doctorants en disant que, en faisant un petit mea culpa, en disant bon, je reviens. Désolé de m'être un petit peu exclu du groupe. J'ai été très bien reçu. Je vous remercie s'il y en a certains qui m'écoutent, mais je crois pas, mais c'est pas grave. Euh, ouais, je pense qu'il y a une reprise qui va se faire sur le social dans la thèse. Et c'est ce que j'ai compris. Donc, s'il y a d'autres thésards qui passent par là et qui passent par une phase de volonté de solitude, bah, même si c'est pour perdre un petit peu de productivité et d'efficacité, je pense que c'est plus qu'utile de maintenir le lien social et je vais essayer de le faire jusqu'à maintenant. Voilà pour ce qui est de la thèse globalement, le plan qui va suivre pour ma thèse. Il est assez simple. En fait, je vais me laisser du temps pour réfléchir à mon projet de thèse en général, parce que au bout d'un an, et surtout en étant baigné dans tout le réseau que je me suis fait finalement, euh, j'ai beaucoup d'idées, j'aimerais changer, et puis même j'ai une demande de mes directrices de thèse qui est de formuler vraiment une question, une problématique, un contexte, des étapes. Là où j'ai un sujet, j'ai des connaissances sur qu'est-ce que la confiance, j'ai des connaissances sur le réseau, le domaine dans lequel je suis, dans la santé. Je commence à comprendre quels sont les enjeux de la confiance dans la santé, comment la santé fonctionne, quelles peuvent être les attentes du terrain par rapport à mon sujet de thèse. Ça, je trouve que c'est super important parce que je vois qu'il y a des professionnels de santé qui se disent ah, ton sujet est super parce que ça va nous permettre de blablabla. Et ce blablabla, en fait, je le trouve super important parce que ça donne du sens à mon projet de thèse. Et j'ai un peu le sentiment que c'est peut-être de la pression normative ou de la pression du contexte, mais j'ai quand même le sentiment que si je j'applique pas totalement euh, mon sujet de thèse et que je fais que de la science fondamentale et que je vais pas à la finalité d'à quoi ça va servir aux gens, et bah je vais perdre du sens et je vais perdre de l'importance et je vais perdre du sens pour moi et je vais aussi perdre du sens sur ce qu'est la science. Je pense qu'on est dans une ère où il faut arrêter la science aux scientifiques, mais il faut redonner la science au grand public. Et la meilleure manière de redonner la science au grand public, et bah, c'est de faire de la science pour le grand public avec une finalité appliquée qui peut permettre de répondre et de donner des billes, des conseils, des recommandations. Je me vois faire une thèse un peu comme ça qui va du fondamental, qu'est-ce que la confiance entre deux humains, à l'appliquer, comment aujourd'hui on peut améliorer la confiance entre un patient et un médecin, un patient et un soignant. Donc voilà, je suis dans une phase de réflexion passive, on va dire, sur mon sujet de thèse, avec pour envie de faire un bloc, une problématique construite avec un plan de thèse que je vais faire courant octobre. Une fois que j'aurai défini mon vrai sujet de thèse, le but, c'est de pouvoir aller mobiliser des gens qui étaient intéressés pour me prendre en stage. On m'a proposé des stages dans des très bonnes facs avec des très bons professeurs et j'aimerais les recontacter en disant voilà mon projet de thèse. Dans celui-là, il y a une partie, par exemple, moi je suis très intéressé par la perception sociale, le jugement social, c'est-à-dire la manière dont on évalue les personnes, dont on juge les personnes, dont on peut attribuer des traits de personnalité, des caractéristiques aux personnes. C'est une personne gentille, efficace, compétente, etc. Je suis très intéressé par ça. Et moi, je pense qu'il y a un très gros lien à faire avec la confiance. Et c'est un sujet qui est assez reconnu, répandu en psychologie sociale. Et j'aimerais bien faire le lien entre ces thématiques-là au sein d'un laboratoire qui est un peu expert sur le sujet. On m'a proposé de faire un stage, mais voilà, j'ai envie de venir avec quelque chose à manger, à donner à manger à mes potentiels maîtres de stage ou de... Oui, ça s'appelle un in-doc en fait. C'est quelque chose qui se fait, qui est un peu rare, mais on peut faire un in-doc. C'est-à-dire que normalement, il y a des stages qui se font après le doctorat qu'on appelle un post-doc. Et si on le fait pendant le doctorat, c'est un in-doc. Et on m'a proposé de faire des in-doc, mais j'ai envie d'y aller avec un projet construit et validé par mes directrices de thèse.
Donc c'est un peu la stratégie que j'ai. Je pense que courant octobre, je vais reprendre quelle est ma problématique et aussi écrire des articles, finir mes articles sans forcément me dire qu'ils seront inclus dans ma thèse et donc réfléchir, parce qu'en fait c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai déjà des articles en cours d'écriture et en fait être en train de les écrire mais pas exactement connaître sa problématique, ça pose des problèmes plus qu'il devrait y en avoir, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions auxquelles répondre quand on écrit un article scientifique. Mais si en plus on se dit, ah, je devrais dire les choses comme ça parce que ça va être inclus comme ça dans mon projet de thèse, etc., ça freine beaucoup, potentiellement ça stresse. Et donc voilà, je pense que je vais reprendre tranquillement la relecture, la soumission d'autres articles qui sont quasiment finis, préparer mon projet de thèse et me dire que voilà, je fais ça jusqu'en janvier 2025 et en 2025, je commence mon projet de thèse tranquillement, on va dire, parce que justement, pourquoi pas avoir un rythme tranquille, et je vais parler de ça euh, pendant la partie développement personnel. J'hésitais de l'aborder maintenant, mais on en parlera après, ça va faire augmenter le watch time, parce que maintenant je peux parler de watch time, car nous sommes sur YouTube. Voilà pour ce qui est de la rubrique thèse, me semble-t-il. Je vais maintenant pouvoir vous parler de ce qui est le plus important en ce moment, hein. J'essaye justement de ne pas me laisser aller à mon aventure entrepreneuriale, parce que évidemment quand ça commence à fonctionner, on a envie de faire que ça. Mais j'oublie pas le fait que j'ai toujours voulu faire de la recherche, que j'ai toujours voulu faire une thèse, et que même au début, j'ai voulu faire de l'entrepreneuriat pour financer ma thèse. Il faut pas que j'oublie ça, et c'est pour ça que je garde un lien social pour toujours me donner envie d'être chercheur et de faire ma thèse. Euh, mais donc, en ce moment, c'est le plus important parce que je suis en pause sur ma thèse. Et heureusement que c'est le plus important parce que, bah, bordel, ça marche. J'avoue que je réalise pas encore et qu'il y a eu tellement des années de galères et des années où j'ai cru que ça allait marcher, que j'allais être signé, que j'allais être financé, que je ne vends pas la peau de l'ours. Mais il y a des choses qui sont sûres et certaines, des dates qui sont posées, des devis qui sont signés. Donc je sais, et j'espère que je vous le dirai pas beaucoup, mais je sais très bien que dans l'aventure entrepreneuriale, ça arrive à ce qu'il y ait des devis signés, des factures signées, mais que les gens ne payent pas ou qui mettent 6 mois à payer, etc. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Pour l'instant, beaucoup de feux sont au vert quand même, et j'espère que je serai payé, parce qu'en tout cas, les projets commencent. Mais j'allais dire beaucoup, mais en fait, j'ai tous mes projets pas tout, mais j'ai une grande majorité des projets qui étaient potentiels, qui se manifestent en cette rentrée, et qui m'amènent à me dire que je vais peut-être pouvoir financer l'année de thèse qui arrive sur cette fin d'année 2024. Donc ce que je veux dire, c'est que mon ordre d'idée, c'est environ 30 000 euros par an. Je pense que je vais pouvoir lancer des projets, pas forcément recevoir les 30 000 euros, mais lancer des projets qui pèsent 30 000 euros d'ici à janvier 2025, ce qui est incroyable parce que ça voudrait dire que je pourrais quasiment ne plus avoir à trouver de nouveaux contrats sur l'année 2025. Et donc, juste hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait de l'entrepreneuriat, au début, j'allais dire 50%, mais peut-être 80% du temps, 90% du temps en fait, voire 100% du temps, et ben on démarche, on essaye de trouver, on essaye de s'améliorer, on essaye de trouver des clients, de faire des offres, etc. Et donc, là, de me dire, je vais juste pouvoir faire ma thèse et faire mes prestations, c'est c'est incroyable en fait, de se dire, je vais pouvoir enfin vraiment être un 50-50 et pas juste faire ma thèse et essayer de la financer, mais vraiment faire ma thèse et la financer et de me dire j'ai mes contrats, je sais qu'il y a 30 000 euros qui vont rentrer, maintenant il n'y a plus qu'à faire mes prestations. Et en fait, c'est que du bonheur parce que quand ça fait un an qu'on essaie juste de trouver des contrats pour faire les prestations, et bah juste financer sa thèse et faire sa thèse, ça devient facile. Donc c'est un peu le côté quand on vit des guerres, les batailles sont beaucoup plus simples. Et je pense que ça va être mon cas. Donc j'avoue que j'ai regagné pas mal d'énergie, ne serait-ce que par la motivation de me dire, bordel, ça marche, ça se lance, on va y aller. Il n'y a pas exactement tous mes contrats qui sont signés, devis signés, factures envoyées, mais je suis associé à des projets qui, je le sais, sont solides parce que c'est des projets qui vont se réaliser.
C'est-à-dire que je sais que, par exemple, c'est des gens qui sont dans des associations, qui veulent faire une étude, ils cherchent un étudiant pour faire des entretiens. Si je dis non, ils trouveront un autre étudiant. Donc c'est pas au niveau de moi qui propose une nouvelle formation et les organismes de formation peuvent dire non parce qu'ils s'en fichent et ils sont pas obligés de faire dispenser cette formation. Parce que ce sont des projets qui vont avoir lieu, donc il suffit de... Enfin, il suffit. Logiquement, si moi je dis oui, ensuite ça part. Donc là, j'ai que des projets comme ça, qui sont déjà bien avancés, où ils cherchent quelqu'un. Et ben, je vais pouvoir expliquer un petit peu les projets. Pour l'instant, je vais préserver l'anonymat de la plupart, parce que j'en ai pas parlé, mais je vais vous expliquer un peu à quoi ça ressemble, et en quoi c'est encore d'autant plus positif que juste me dire que je vais pouvoir rentrer potentiellement une année de thèse, l'équivalent d'une année de thèse. C'est que c'est des prestations qui m'intéressent et qui m'ouvrent sur un champ, un futur professionnel qui est celui que j'attendais. Donc, bordel, ça marche. Et voilà, quel premier épisode de la saison 3. J'aurais jamais pensé euh, qu'il se passe comme ça, surtout par rapport aux 2 derniers mois que j'ai passés. Je me ressens mieux en ce moment. Je suis pas totalement de retour en pleine possession de mes moyens, mais assez pour assurer mes prestations et pour faire rentrer potentiellement cette année de thèse. Alors, pour décrire un petit peu les projets, il y a celui avec l'association La Vie Kintsugi, LVK, le projet LVK, qui est celui où je dois monter une étude et faire cette étude pour évaluer l'impact du coaching de santé sur euh, la santé physique ressentie, mais également le bien-être de manière générale. Je ne vais pas forcément m'avancer sur les variables. Le bien-être de patients qui ont un cancer, de patientes, c'est plus souvent des patientes qui sont dans l'association. Et en fait, belle avancée parce que déjà, moi j'ai voulu dans ma démarche interviewer des coachs parce que ce sont des coachs et des coachés. J'ai voulu interviewer des coachs pour savoir ce qu'ils faisaient et ensuite rédiger un rapport que j'appelle rapport d'étonnement. En fait, un rapport où je dis voilà ce que j'ai compris, voilà ce qu'est le coaching de santé pour moi et comment je vais le verbaliser et l'objectiver euh, dans un futur rapport, dans un futur article scientifique. J'ai fini ce premier rapport, j'en suis satisfait, je vais le relire et je vais l'envoyer aux personnes. Et je vais faire un deuxième rapport qui est le rapport de ce que je compte faire dans l'étude. Donc avancer sur quelles variables, comment, quel est le protocole, quelles vont être les statistiques. Et ça, bah, j'ai déjà des idées, il faut que je valide sur quelles sont les échelles de mesure que je vais utiliser par rapport aux variables. Je sais quelles variables j'ai envie de mesurer. Mais maintenant, il faut que je décide des instruments de mesure. J'en ai la plupart et les autres, je vais demander à des collègues et sinon je vais faire de la recherche scientifique dessus. Pourquoi je demande à des collègues? Déjà parce que c'est pas une de mes règles, mais ça va un peu dans la continuité de mes règles, c'est bah, déléguer et pourquoi pas gagner du temps, hein. Peut-être tout n'est pas un défi, c'est une des règles. J'aimerais bien vous les remettre d'ailleurs, je vais les remettre en description de l'épisode d'avant pour que vous ayez les règles, et parce que même moi, en fait, ce sera une bonne manière de les voir. Donc je les mettrai en description de l'épisode d'avant. Mais cette règle, les 7 merveilles du mois, il y a une des règles qui est bah, tout n'est pas un défi, on va dire que ça peut rentrer dedans et accepter l'aide qui nous est proposée. Bon là pour le coup c'est un peu un pas au-delà de accepter l'aide qui nous est proposée, c'est demander de l'aide. Mais donc il y a le fait de demander de l'aide, d'accepter l'aide qui est proposée. Donc au lieu de me taper des dizaines d'articles scientifiques pour comprendre les qualités des instruments de mesure sur une variable, et ben, je peux demander à un doctorant dont c'est peut-être parfois un peu plus le domaine et gagner du temps. Donc d'un côté c'est gagner du temps et d'un autre côté il y a quelque chose que je voudrais partager, c'est que quand on fait un article scientifique, il y a un sujet, notamment quand on le fait avec des associations, il y a un sujet de promotion, d'argumentaire, et il y a finalement un sujet marketing dans les articles scientifiques, parce que là, l'article sert à montrer, à tester l'impact, pas à montrer, mais à tester l'impact du processus de l'association sur les patients. Donc ça veut dire que si ça fonctionne, et moi je vais le faire en toute neutralité, hein, si ça fonctionne pas, je dirais que ça ne fonctionne pas, mais si ça fonctionne, eh ben, l'association a un article scientifique pour dire regardez, notre système de coaching de santé fonctionne. Donc ça a c'est un argument marketing pour ensuite lever des fonds, aider plus de gens, avoir plus de gens dans l'association. Et donc si c'est marketing, il faut réfléchir à qui il faut convaincre.
Et en fait, quand on le voit de ce point de vue-là, on comprend que je vais faire un article pour convaincre potentiellement des médecins. Donc ce qui veut dire que l'article doit être ancré dans le champ de la médecine, donc utiliser des instruments de mesure reconnus dans la médecine, et c'est là où il y a un impact culturel de la recherche, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des mesures qui sont plus intéressantes que d'autres sur les qualités psychométriques. La psychométrie, c'est la manière dont on mesure des variables psychologiques. Il y a peut-être des choses qui sont mieux faites, mais qui sont moins connues. Et donc, si on va chercher à convaincre des relecteurs ou des relecteurs, des reviewers, je veux dire ceux qui attestent si on publie ou pas l'article, ou pour convaincre les relecteurs de potentiels médecins qui sont intéressés par la recherche, si on n'utilise pas instruments de mesure connus, bah, il est possible que l'article soit discrédité à tort. Et donc, il y a un enjeu que je maîtrise et que je regarde de faire un article à la mode, culturellement acceptable. Euh, on peut largement mettre en avant la limite éthique de faire des articles à la mode, mais par contre, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et étant donné que je suis dans un objectif de financement de thèse et un objectif finalement euh, capitaliste, je suis obligé de prendre en considération ces arguments-là parce que je ne répondrai pas à la demande des clients de faire un article pleinement centré en psychologie parce que je connais, parce que chaque mesure a une qualité précise. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant que j'aimerais vous transmettre parce que, en fait, c'est un podcast sur mon développement personnel, etc. Mais je crois que c'est aussi un podcast sur comment on fait de la recherche en indépendant, qui est un métier rare, voire inexistant, en tout cas pas admis, c'est pas inexistant, il y en a en France, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Et donc, quand on fait de la recherche en indépendant, et même finalement quand on fait de la recherche, il y a une dynamique marketing et culturelle qu'il faut prendre en compte. Moi, mon point de vue, c'est qu'il faut tout autant le prendre en compte que la qualité scientifique. C'est-à-dire que je vais mettre comme critère le côté culturel pour la sélection de mes instruments de mesure, mais tout autant que la qualité. C'est-à-dire que moi, ce que je me dis quand même, c'est que je ne vais pas laisser passer un instrument de mesure que je trouve ridiculement moins bon. Par contre, quand je dis instrument de mesure, c'est des échelles, hein, c'est des questions, mais c'est bien de dire instrument de mesure parce que c'est beaucoup plus complexe de faire un instrument de mesure que de se dire poser des questions. En fait, poser de vraies questions par rapport à un cadre théorique en étant sûr qu'on va mesurer telle dimension de tel sujet en psychologie, c'est très compliqué, c'est toute une science. Et donc, la bonne sélection des instruments passe à la fois par sa qualité, mais maintenant, et c'est pas un critère qui passe forcément devant les autres, mais en tout cas il est inclus dans mes décisions, c'est quelque chose qui est culturellement accepté. Donc entre deux instruments de mesure, s'il y en a un qui est un peu moins bon, mais beaucoup plus connu, je vais peut-être choisir celui-là, contrairement à un qui est un peu meilleur, mais beaucoup moins connu. Euh, et je trouve ça assez intéressant et ça reste dans une dynamique de à la fois scientifique et à la fois marketing, même si bah, en fait il faut être clair, on est face à ces deux enjeux-là et je pense qu'il faut savoir naviguer avec ces deux critères-là et ces deux enjeux-là si on veut vivre de la recherche en indépendant et même si on veut vivre de la recherche finalement parce que dans le public, de ce que je perçois, je pense qu'il y a aussi une dynamique culturelle dans la recherche, c'est-à-dire que si on est totalement disruptif, qu'on utilise des statistiques que personne connaît, qu'on est sur un sujet que personne connaît, bah, personne va nous relire, donc personne va accepter notre étude. Donc il y a un peu une mode dans la recherche, c'est discutable, mais c'est là, et du coup il faut conjuguer avec. Bref, voilà pour cette association. Euh, j'ai même pas dit ce que je voulais dire sur l'association, je pense que je suis bavard aujourd'hui. Ce que je voulais vous transmettre, c'est que ça avance sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, j'ai pu faire un événement lié à une potentielle levée de fonds aide sur ce projet qui a l'air de s'être bien passé. Donc ça fait pas partie de ce que j'estime des 30 000 euros qui pourraient arriver et de mon année de thèse. Mais si ça arrive, c'est la cerise sur le gâteau. En tout cas, ça fait plaisir de se dire, ça avance, j'ai fait un événement, j'ai l'impression que on a bien été vu et que les phases vont avancer. Et en plus, bah voilà, j'ai travaillé sur mes rapports, voilà, c'est là où j'en étais. J'ai travaillé sur mes rapports, le premier rapport d'étonnement, et là je vais faire un rapport scientifique d'études, et on va enfin avoir
quelque chose de précis à transmettre pour faire des levées de fonds, et on va vraiment passer la seconde sur ce projet-là. Donc j'en suis très satisfait. Ensuite, ce qui arrive pas mal en ce moment, c'est les cours à la fac, que je fais en tant que vacataire, pas en tant qu'indépendant, mais on va dire que c'est quand même ma gestion financière. Et j'en ai pas mal, et en fait, on s'en rend pas compte, mais finalement, les vacations, c'est quand même bien payé. Je crois que c'est entre 30 et 50 euros de l'heure brute, me semble-t-il. Donc voilà, on se dit, globalement, on se dit, on fait 3 heures, ça rentre 100, 150 euros, et bon, c'est peut-être moins que ça, mais l'ordre d'idée, j'essaie de me rappeler, euh, l'ordre d'idée, c'est ça. Et en fait, bah, si on dit oui à plein de cours, ça peut faire un beau complément. Le problème, c'est que les vacations, on est souvent payé jusqu'à 6 mois, voire un an après. Donc je ne compte pas dessus. Par contre, je sais que j'ai pas mal de cours qui sont déjà passés et d'autres qui vont arriver. Et je me dis, c'est cool, dans 6 mois, je vais sûrement être content d'avoir des 100 euros, 100 euros, 100 euros qui vont rentrer et qui vont un peu faire mon fond de roulement sur ce financement de thèse. J'ai pas grand chose à dire sur ce sujet, à part que, encore une fois, la puissance du réseau fait tout. C'est un peu finalement mon année, j'ai remarqué que j'ai fait beaucoup de réseautage et que voilà, une fois qu'on commence à vous faire confiance, qu'on commence à comprendre que vous êtes apte à faire des cours, vous avez tel prof, en tout cas quand vous faites une thèse, vous avez tel prof qui vous donne ça, tel prof qui vous donne ça, un ami doctorant qui a dit oui à trop de choses et qui vous refile des cours. Et voilà, en fait, ça se passe beaucoup au bouche à oreille et ça marche bien. Moi, j'ai même accepté moins de cours que mes camarades doctorants parce que je laissais quand même de la place à mes prestations et puis j'étais pas sûr d'être en forme en fait pour cette rentrée. Mais voilà, les cours, ce qui est bien aussi, c'est que ça revient tous les ans. Donc si on est bon, on vous demande l'année d'après et vous pouvez vous dire, on peut se dire, bah voilà, toutes mes années de thèse, en septembre, j'ai beaucoup de cours, je sais que ça va me faire rentrer X euros et c'est quelque chose qui sera récurrent. Et donc c'est intéressant et ça fait grandir aussi la, le référencement, les références qu'on peut avoir. Sachant que j'ai prévu, il faut que je fasse, et je vais me le noter d'ailleurs, que je dois faire ma feuille de référence pour essayer d'expliquer quel cours j'ai fait, devant qui, etc. Pour bah, que ce soit un argument marketing, tout simplement, de dire, bah voilà, j'ai quand même déjà parlé de tous ces sujets en format cours, en format formation. C'est bien de faire un listing des formations et des interventions que j'ai faites. Donc je vais me le noter. Voilà pour ce qui est des cours et de ce que j'en pense. Donc ça se lance, ça va me faire un petit peu d'argent. Euh, Troisième sujet, entreprise. Donc je reglobe, hein, je vous explique pas contrat par contrat, j'essaye de trier par sujet et par choses que j'ai envie de vous dire. J'ai trois projets, dont un signé, et les deux autres qui, je sais, vont se réaliser, donc avec ou sans moi, c'est ça le sujet, mais qui vont se réaliser, et qui pèsent à eux seuls euh, 20 000 euros, un peu plus de 20 000 euros, qui est le fait de faire de la recherche pour des associations ou pour des structures type hôpitaux. Et donc, en fait, je me rends compte que s'impose à moi ce que je pense faire après la thèse, c'est-à-dire être chercheur indépendant, par des projets qui, tous les trois, me demandent de faire des entretiens ou des focus group, de les retranscrire et de les analyser. Donc, cette année, si les choses se déroulent, mais je pense que je vais dire oui à tous les projets, cette année va être sous le signe des entretiens, des retranscriptions et de leur analyse. Vous allez en prendre plein la vue parce que je pense que je vais faire ça une bonne partie de l'année. Et si c'est rémunérateur, tant mieux. Donc, je vous parlerai peut-être de manière un peu plus appliquée sur la manière dont je fais les retranscriptions. Je vais faire des tests d'IA pour voir lesquelles sont les plus performantes pour retranscrire, donc pour ceux qui ne comprennent pas, pour passer d'un audio à l'écrit, parce que le but c'est de faire un entretien, l'enregistrer, le passer en format écrit, mot à mot, et ensuite de l'analyser. Donc je vais essayer de vous amener avec moi dans cette aventure, vous expliquer comment je retranscris, quelles IA j'utilise, parce que je le dis, je vais utiliser des IA comme base, puis relire derrière. Je vais faire des tests, je vais essayer de vous transmettre laquelle est la plus efficace. J'ai déjà mes idées, hein, c'est pas la première fois que je le fais. Et comment je m'y prends pour analyser la logistique, comment je me prends pour faire des entretiens. Voilà, je trouve ça intéressant. Je vais essayer de vous transmettre
l'analyse qualitative en psychologie, la réflexion des questions à la passation des entretiens, à la retranscription et jusqu'à l'analyse. Je vais vous expliquer comment je fais et quelles sont mes problématiques. Et voilà, je pense que ça va être intéressant, j'espère que ça va l'être. Je le ferai toujours dans l'anonymat de mes entretiens, évidemment, mais en fait, il y a des choses de procédure. Par exemple, je peux vous dire que dans un entretien, ce qui marche bien, c'est le silence. Bah voilà, je suis pas en train de dire le participant X m'a dit ça. Ça, c'est si s'il y a des clients, des gens qui travaillent avec moi, ne vous inquiétez pas, j'ai une grande conscience de la confidentialité dans la recherche. Aucun verbatim ne sera transmis dans ce podcast. Mais voilà, je pense que sur la manière dont je fais les choses, je peux peut-être vous transmettre quelque chose et je pense que ce sera intéressant. Et donc, je comprends qu'il y a en fait un business, tout un champ de travail qui est le fait de travailler avec des associations et avec des structures qui veulent faire de la recherche et qui n'ont pas forcément de chercheurs sous le coude ou qui veulent pas lancer de projet de thèse, mais qui seraient intéressés par un travail en freelance pour, pourquoi pas, faire construire un questionnaire ou faire passer des entretiens. Et là, c'est ce dont j'ai l'impression qui fonctionne, c'est faire passer des entretiens, les retranscrire, les analyser pour différentes problématiques. Hein, faire un article scientifique d'un côté, mais aussi il y a un projet qui mène à toute autre chose que faire un article scientifique, mais il cherche quand même à faire des entretiens d'une manière assez carrée avec des techniques de psychologue. Tiens, j'ai perdu mon écran. C'est bon. Avec des techniques de psychologue. Et voilà, ça marche. Bordel, ça marche. Bon, ça va s'appeler comme ça, hein, l'épisode. Euh, donc, euh, c'est globalement ce que je voudrais faire après ma thèse. Ça a l'air de fonctionner. C'est génial si je commence à avoir des contrats maintenant parce qu'en sortant de thèse, je vais pouvoir me dire je suis formateur et chercheur indépendant, je sais faire telle chose, j'ai tel contrat qui sont passés, sachant que j'ai déjà fait des entretiens. Et j'ai déjà fait des entretiens pour des contrats annexes à mes recherches, donc je l'ai déjà fait, mais en fait, je comprends que ça marche. Et donc, il y a un champ dans lequel je vais me lancer parce qu'en fait, il y a totalement une pression euh, implicite du système qui mène les chercheurs à être dégoûtés de la science dans le public. Je suis désolé de le dire. Heureusement, je suis indépendant, donc je peux le dire. Hein. Je pense pas que ma fac va me virer de ça, surtout que c'est pas spécialement ma fac. Hein. C'est par force du système. Les chercheurs sont dégoûtés, en fait, par un peu tout ce que j'espère que je vous transmets dans ce podcast, c'est-à-dire que on doit payer, on doit payer pour soumettre des articles, et les lecteurs payent aussi. L'argent va juste à ceux qui relisent, mais ceux qui relisent ne sont pas payés, donc c'est juste les grandes maisons d'édition qui récoltent l'argent, la science n'est pas ouverte, il y a des dynamiques culturelles et de mode dans la recherche, il y a une vraie précarité proportionnelle au nombre d'années d'études dans la recherche, une lourdeur administrative qui fait que beaucoup de chercheurs, et sans les citer parce que ça les regarde, mais moi je connais beaucoup de chercheurs qui sont dégoûtés de la recherche et qui serait ouvert à pouvoir aller sur enfin quelque chose qui, bordel, marche. C'est-à-dire faire de la recherche, gagner pourquoi pas de l'argent, pas forcément restreindre toute la qualité scientifique pour gagner le plus d'argent possible, mais juste gagner de l'argent en fait, aider les gens, faire de la science, aider des entreprises, que tout le monde gagne de l'argent. Voilà, moi je pense que c'est possible de rentrer dans une dynamique qui ressemble à ça. Et j'espère en être un investigateur, un premier testeur, un enfonceur de porte. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Je ne suis pas le premier hein, à être chercheur indépendant, mais c'est quand même quelque chose qui est rare. Et dans mon entourage, dans mon cercle social, je suis le seul qui fait ça. Encore une fois, et j'ai déjà quelques noms, je sais qu'il y a d'autres qui le font. Mais dans mon entourage, je le fais, et du coup, je sais qu'on me regarde un peu comme quelqu'un qui va essayer de privatiser la recherche ou de faire de la recherche en indépendant, et que si ça fonctionne, je risque d'être suivi. Et là, j'ai une lueur d'espoir, enfin, au bout d'un an de thèse d'inscrit, mais surtout de 3 ans de recherche de financement de thèse, je me dis que faire de la recherche en indépendant, même pendant sa thèse, ça peut fonctionner. Donc si ça peut donner de l'espoir à ceux qui veulent faire une thèse et potentiellement la financer, j'espère vous le redire aussi dans 6 mois, mais j'ai l'impression que ça peut fonctionner. Voilà, je me suis peut-être un peu répété sur cette partie, mais je vous avoue que pour
les complexités, le nombre d'années de galère, je me dois bien de répéter la phrase bordel ça marche et d'en faire un peu plus que ce qui est vraiment le cas. L'argent n'est pas encore rentré, mais voilà, faut savoir que dans cette période difficile que j'ai vécue, me dire que ça peut fonctionner et que ça va fonctionner, euh, disons qu'il n'y a pas grand chose de mieux qui pouvait se passer. Voilà. Ça c'est un sujet donc qui pèse potentiellement une année de thèse. Et il y a un dernier sujet qui pèse la sérénité beaucoup plus que un projet de thèse. C'est qu'il y a un organisme de formation avec lequel j'ai lancé une formation sur le burn-out à destination des médecins. Je discuterai avec cet organisme, savoir si je peux vous le transmettre. Comme ça, s'il y a des médecins qui m'écoutent, vous pouvez peut-être vous inscrire à la formation. Je veux m'assurer d'abord que on soit d'accord sur le principe. Mais cette formation est remboursable et remboursée par le dispositif ANDPC, donc par le DPC. Euh, J'allais vous dire les lettres, mais je l'ai plus, donc je ne vais pas m'y lancer. Et donc, en fait, c'est un système qui rembourse aux médecins qui veulent faire des formations. Et en fait, il y a un grand intérêt autour de cette formation, alors que je ne l'ai pas faite. Et donc, cet organisme de formation m'a demandé de donner mes disponibilités sur l'année 2025 pour au moins faire une formation par mois, ce qui veut dire de la récurrence, une certaine somme par mois. Donc, je vais pas donner l'argent aussi précis par contrat parce que voilà, par confidentialité avec les contrats que j'ai. Donc, je vous ai dit, hein, un peu plus de 20 000 euros sur 3 contrats. Voilà, je noie le poisson comme je l'ai toujours fait. Et là, je commence enfin à avoir plusieurs contrats pour pouvoir commencer à donner des chiffres généraux et que vous sachiez pas combien d'argent on me donne par jour ou par... Enfin, je peux dire mes prix par jour, bref, mais par contrat. Là, étant donné que ça concerne un contrat précis, je noie le poisson. Enfin, je ne peux pas noyer le poisson avec d'autres chiffres, donc je ne dis pas le chiffre, pardon. Et, euh, et ben voilà, en fait, le fait de se dire que je vais avoir un jour de formation par mois pendant l'année, ça fait du bien. On se dit que c'est possible. On se dit que, ça va pas me faire vivre, mais un plus les autres contrats, mais si ça fonctionne bien, peut-être qu'il va y avoir d'autres dates par mois. Et si ça fonctionne très bien avec l'organisme, peut-être qu'on va faire un autre sujet. Et si ça fonctionne avec un organisme, ça peut fonctionner avec deux organismes de formation. Et donc voilà, on commence à se dire, mince, il y a un modèle économique qui a l'air de se dessiner, et ça peut marcher, quoi. Ouais, bon, je pense qu'on a trouvé le titre et je vais arrêter de le rabâcher, mais ça peut marcher. Et donc voilà, tous les voyants sont au vert. Ça fait partie des choses qui vont se dérouler parce que le contrat est signé. Il y a déjà 2 dates qui sont posées en décembre et les dates vont se poser dans l'année. Donc évidemment, je peux totalement foirer mes dates et l'organisme de formation peut décider de ne plus travailler avec moi. L'organisme de formation peut décider de ne pas me payer, etc. Je sais très bien qu'il peut exister ce genre de choses, mais on est quand même face à des contrats qui sont très sérieux et qui, bah voilà, accumulés peuvent me faire vivre en fait, donc peuvent fonctionner. Voilà pour ce qui est de l'entreprise, une levée de fonds qui fonctionne, des cours qui se lancent, des gros projets de recherche qui se lancent et un projet de formation qui est très sérieux. Je me souhaite que tout ça se réalise et que si ça se réalise, vous allez me voir un peu plus détendu que pour les 2 premières saisons, et je me le souhaite. Voilà pour ce qui est de la rubrique entreprise. Je vais maintenant vous parler de la rubrique développement personnel. Globalement, je pense que vous le voyez, ça va mieux. Ça va pas totalement mieux. J'ai pas toutes mes ressources. Je peux pas travailler à 100%. La question est, vais-je retrouver le 100% d'avant si mes prestations marchent, si je prends du plaisir à faire ma thèse, quitte à ralentir pour faire du social, voir des amis, des doctorants, et bah pourquoi pas. En fait, la phase que j'ai passée, c'est que, étant donné qu'il y a eu un craquage, je suis en train de me dire, certes, l'entrepreneuriat, c'est ton bébé, l'argent, c'est important hein, pour peut-être manger, vivre, payer son loyer, parce que j'en suis là hein, pour l'instant. On n'est pas encore sur la Ferrari, mais potentiellement manger, puis après peut-être bien manger, bien vivre, sortir un petit peu, prendre des vacances, pourquoi pas. Euh, mais au-delà de ça, euh,
je comprends du coup que par la force de ce que ça représente pour moi, il faille que je veuille être efficace, productif, etc. sur le côté entrepreneuriat. Mais pourquoi ne pas se dire que j'ai le temps pour la thèse? En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai voulu être à fond sur ma thèse et la faire vite. Si je la fais en 2 ans, c'est très bien. Je montrerai à tout le monde que c'est possible de financer sa thèse et de la faire. Et en plus, je l'ai fait en plus rapide. Mais bah, en fait, je suis un peu en train de me voir il y a quelques semaines et de me trouver ridicule et de me dire à quoi bon. J'ai toujours voulu faire une thèse. Peut-être que je préfère et j'aimerais mieux faire une thèse qu'être chercheur et j'en profite pas. Et en fait, il n'y a pas d'argent à la clé de cette thèse. Le titre Je suis doctorant aura toujours l'argument marketing qu'il est aujourd'hui, si on le pense de ce côté-là. Et j'aime faire une thèse, donc pourquoi forcément courir? C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Je me trouve un peu con, pour être franc, de me dire, d'accord, je sais que c'est une tendance naturelle que j'ai à vouloir aller de l'avant et toujours être euh, rapide, productif, efficace. Mais est-ce que je me dirais pas que la thèse, je le fais à un rythme normal, et l'entrepreneuriat, oui, j'essaye d'être efficace, parfait, etc., pour avoir cet équilibre en fait. Parce que je pense que ce qui m'a fait craquer, c'est de me mettre la pression sur tous les plans de ma vie, et de 8 heures du matin à 22 heures, avec les habitudes. Et donc, c'est la phase que je passe en ce moment. J'ai moins de ressources, mais je le vis pas mal. Je fais des siestes, je marche, j'ai repris le sport, je reprends une alimentation saine et je compte pas mes heures. Elles sont bien en deçà de ce que je faisais, elles sont en deçà des 35 heures, mais je remplis mes objectifs. C'est en deçà des 35 heures parce que je fais pas ma thèse aussi, mais je suis en train de me dire, bah, peut-être que quand je vais reprendre ma thèse, je vais pas la reprendre à fond, je vais la reprendre au rythme euh, que je sentirai. Et en fait, au-delà de juste ne pas se crever, je pense que ça a un sens qui est à quel point on a envie de profiter de la thèse et qu'elle ait une profondeur particulière. Parce que je pense que, et je le comprends en discutant avec d'autres doctorants, je pense que une thèse, ça doit respirer, on doit la digérer et on doit réfléchir profondément à notre sujet et pas tout faire dans l'urgence. C'est ce que j'ai fait. Je pense que c'était nécessaire quand même parce que la pression du contexte a fait que j'étais comme ça, donc je m'en veux pas. Je me trouve un peu ridicule, mais je m'en veux pas. Mais je suis en train de me dire, désolé, je sais pas pour combien de temps vous avez perdu la vidéo. C'est pas grave, je vais terminer comme ça. Mais je suis en train de me dire que je vais reprendre tranquillement et que ça va même sûrement gonfler la thèse et l'ampleur qu'elle a et surtout la maturité que je peux avoir dans le sujet. Voilà, tout simplement pour le développement personnel, je vais mieux, pas totalement, assez pour travailler, et j'ai eu un déblocage par rapport au rythme de la thèse. Je pense qu'on peut conclure comme ça. Désolé pour l'écran noir, ceux qui écoutent au moins ne verront pas. J'ai pas remarqué quand est-ce qu'il s'est coupé. J'espère que ça fait pas une demi-heure. Sinon, tant pis. Et voilà, pour ce premier épisode de la saison 3 de Bip Bip. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon mois, que la rentrée se porte bien, que vous avez apprécié cet épisode. Et voilà, j'espère qu'on va se retrouver très vite. Un lundi, est-ce que c'est le prochain? Je ne sais pas. Mais regardez le lundi s'il y a un nouvel épisode. Et si je reste dans cette bonne dynamique, le prochain épisode devrait arriver plus vite que celui d'avant. Voilà, je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.